si on démarre vraiment au tout début du cinéma, c'est-à-dire les premières vues lumière, bien c'est déjà là un début de costume. Le cinéma, c'est un vêtement particulier. Il faut faire des vêtements visuels, hein, c'est ça la difficulté. Céline Arzatian est doctorante à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle prépare une thèse sur les rapports de la mode et du cinéma en France dans les années 20. Pour cet épisode hors série de Profession costumière, nous allons remonter le temps et parler avec Céline des costumes de cinéma dans les années 20. Bienvenue Céline et merci d'être mon invitée pour ce premier épisode hors série. Merci de m'avoir accueillie, je suis très contente également. Alors première question, vous êtes en train de réaliser une thèse sur le rapport entre la mode et le cinéma dans les années 20. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier ce sujet et choisir cette décennie en particulier ? Alors, ça remonte déjà assez loin, puisque j'avais fait une école de mode dans les années 90, ici, chez Forma Mode. Et puis, donc, j'ai travaillé un peu dans le milieu. J'ai repris des études, et ce qui m'avait motivée, en fait, c'était le cinéma, et notamment la comédie musicale. Alors, certes, j'ai commencé mon mémoire de M1 avec Marcel L'Herbier, et la série Pax, hein, donc les années 20, c'était en fait l'émergence d'un style, celui du cinéaste. Et mon mémoire de M2, c'était la théâtralité minellienne. Donc j'avais travaillé sur des comédies musicales de Minelli, et donc c'était les transferts culturels entre Broadway et Hollywood. Et donc il y avait 3 films, et donc j'avais beaucoup parlé des costumes et du décor. C'était quoi ces 3 films? Alors c'était Cabin in the Sky, donc 1943, il y avait Ziegfeld Folly, 1944, et puis Brigadoon, 1954. Que j'adore. Ah bon, voilà. Donc, je l'ai regardé beaucoup quand j'étais petite. C'était un très beau film. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, bien sûr, de transfert et de théâtralité, parce que Minelli, il a commencé comme costumier, comme décorateur. Et donc, quand j'ai fini mon M2, eh bien, la question s'est posée, est-ce que je continue ou pas ? Et puis à la recherche de formation un peu plus professionnalisante, je n'ai pas trouvé. Et mon directeur de thèse, Laurent Verret, avec qui j'ai posé ces questions, qu'est-ce que je peux faire ? Il m'a proposé, pourquoi pas la thèse ? Alors là, oui, je me suis dit, ça va être compliqué, la thèse, mais c'est encore... C'est un mot qui fait peur. Ah oui, ça fait peur, parce qu'on s'engage quand même pour quelques années. Et je ne voyais pas trop le débouché, en fait, à ce moment-là. Puis j'ai réfléchi, et je ne sais pas, d'un seul coup, il m'a dit, bien sûr, il faut que vous trouviez un sujet. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi longtemps, mais tout de suite, ça m'est apparu mode et cinéma. Parce que la mode, ça reliait ce que j'avais fait auparavant, et que je suis toujours intéressée par ça. Et le cinéma, bien, le cinéma des années 20. Pourquoi le cinéma des années 20 ? J'y ai vu beaucoup de choses liées aux maisons de couture, à vraiment au côté nouveau. Et puis c'était une période que j'aimais beaucoup aussi. Et voilà, le sujet s'est fait comme ça. Et il m'a dit banco, on y va. Et ça l'intéressait lui aussi. Donc c'est comme ça qu'on a démarré là-dessus. Donc je ne savais pas vers où j'allais, mais je savais ce que je voulais faire un peu avec ce sujet-là. Et là, cette thèse, vous l'avez commencée il y a combien de temps ? Je me suis inscrite en fait fin 2013, donc ça fait maintenant beaucoup de temps, sauf que bon, j'ai travaillé toujours à côté. Oui. Et puis j'ai eu 2 années vraiment intenses en tant que professeur des écoles, et là je pouvais absolument pas travailler sur ma thèse. Oui, c'est pas forcément conjugable. C'était pas possible, mais j'ai réussi avec mes élèves à pouvoir quand même leur montrer des films, et puis bon, ça a été vraiment des moments, voilà, où j'ai pas laissé complètement tomber, puisque bon, les vacances scolaires me permettaient un peu de travailler là-dessus, mais pas assez pour faire une thèse. Donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment décidé d'arrêter ces 2 années-là que j'avais en tant que professeur des écoles pour travailler sur ma thèse. Et donc c'est ce que je fais actuellement pour soutenir, je l'espère, là, fin 2020. Voilà. D'accord. Donc vous y êtes presque. Ah oui, j'y suis presque. Alors dans les années 20, le cinéma est un art encore relativement jeune par rapport au grand âge qu'il a aujourd'hui. Et comme pour de nombreux métiers du film, le costume de cinéma s'est d'abord inspiré du costume de théâtre avant de trouver ses propres codes. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de comment est né le costume du cinéma et comment il a su se séparer de celui du théâtre ? Et puis aussi, quelles évolutions le costume de cinéma a-t-il connu précisément au cours des années 20 qui vous intéressent particulièrement ? Alors, moi, je dirais que si on démarre vraiment au tout début du cinéma, c'est-à-dire les premières vues lumière, la sortie de l'usine, bien c'est déjà là un début de costume, parce qu'il y a eu 3 versions qui ont été faites de cette sortie-là. Et on voit justement sur une des versions que les costumes, en fait, les ouvriers, qui sont
les acteurs volontaires de ces premières vues, eh bien, ils sont déjà habillés, c'est-à-dire ils sont endimanchés, certainement on a dû dire vous allez être filmés, donc habillez-vous en conséquence. C'était des ouvriers, ils n'étaient pas non plus acteurs, donc on voit parfois, certainement, des chapeaux, des mises un peu, un soin particulier qui a été pour ces petits bouts de film. Bon, ils ne savaient pas trop ce que ça pouvait donner. Donc on peut peut-être démarrer comme ça, mais le théâtre, oui, il y a eu des costumes qui ont été prêtés, mais c'était très rare finalement. Et c'était souvent pour des films à costumes. Donc à ce moment-là, ils se servaient, on va dire, d'une garde-robe qui existait. Mais il faut dire déjà que pour ces garde-robes, à l'époque, même pour le théâtre, il n'y avait pas de choses fabriquées pour le théâtre. C'était des modèles qu'on prenait sur des estampes, sur des tableaux historiques, et on refaisait plus ou moins à l'identique les vêtements. Et il n'y avait pas vraiment de création originale. Donc ça s'est imposé petit à petit, on va dire, et puis pour les films, eh bien, quand ils avaient des films à costumes, donc ils pouvaient de temps en temps prendre dans ces garde-robes pour habiller les personnages. Mais les comédiens venaient avec leurs vêtements. Ils avaient leurs propres vêtements et souvent c'est stipulé, j'ai pu lire sur certains contrats de comédiens, c'était stipulé alors un costume, un smoking, un vêtement habillé, une robe de bal pour que les comédiens viennent avec leur matériel finalement, c'était leur matériel, leur valise de travail. Donc ils venaient souvent habillés avec ce qu'ils avaient, donc pas toujours liés au film qu'on allait tourner. Oui, ils n'avaient pas forcément en stock. Ça n'avait pas non plus, ça n'avait pas forcément un rapport avec ce qui devait être tourné. Donc il y avait donc des décalages comme ça. Et lorsque la vedette devenait de plus en plus importante, alors là, elle avait la possibilité de recourir à sa propre couturière. Et on a vu des vedettes, Raquel Meller par exemple de l'époque, qui avait Jeanne Lanvin comme couturière, donc qui l'habillait à la ville, mais à la scène aussi. Et donc il y avait d'autres, je pense à Yvonne Printemps, peut-être dans les années 30 aussi, qui s'habillait chez Lanvin. Donc les petites comédiennes qui avaient les moyens avaient une petite couturière, et les vedettes qui commençaient à prendre l'importance avaient déjà des voilà. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de lien non plus avec la scène qui allait être tournée. C'était un peu bizarre parce qu'on pouvait voir sur scène des femmes très bien habillées, mais qui allaient jouer le rôle d'une soubrette. C'était quand même pas tellement lié. Donc, petit à petit, les cinéastes sont aperçus qu'il y avait besoin de faire un lien avec la scène et le personnage qui était joué. Donc, c'est là que intervient vraiment une prise de conscience. Et il y a eu des cinéastes et des écrivains. Je pense à Louis Deluc, qui a beaucoup écrit là-dessus. Notamment, il a écrit un ouvrage en 1920 qui s'appelait Photogénie. Et lui, il voyait tout ce qui n'allait pas dans les costumes au cinéma. Et il militait presque pour un costume, un uniforme pour les acteurs. Tellement il fallait qu'il y ait un vrai lien avec ce qui se jouait. Et quand il voyait des vêtements qui dataient aussi parfois, quand la personne, la vedette, pensait être bien habillée, elle était bien habillée à la mode du moment où le film se tournait. Et le moment où le film était visionné, était diffusé, c'était ridicule parfois. Il y avait déjà un décalage. Donc ça n'allait pas, ça correspondait pas. Et puis il y avait aussi des vedettes qui, elles étaient tellement reconnues, connues, elles imposaient tellement leur vue, leur volonté. Je pense à Raquel Meller justement dans Carmen. Elle tourne ce film avec, donc c'est tourné par Jacques Feder en 1924. Donc sa couturière est à cette époque Jeanne Lanvin. Et elle a carrément changé le personnage. Carmen, c'est une révoltée, c'est une femme de l'amour. Elle a incarné par rapport à sa personnalité à elle, c'est-à-dire férue de principes religieux. Et du coup, c'est une drôle de rencontre. Voilà, la couturière s'est adaptée à sa cliente. Et donc, si vous visionnez le film de Jacques Feder, vous voyez une Carmen pas du tout dévêtue, avec des cols montants, des châles qui l'emmitouflent. Voilà, une vraie victime, plutôt qu'une femme qui est audacieuse et qui joue avec les hommes. Donc voilà, les cinéastes des premiers temps, on va dire qu'ils ont été indifférents pendant longtemps. D'abord par incapacité, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ce problème-là. Et puis parce qu'ils n'avaient pas aussi songé que c'était important. Et les premiers, on va dire, Marcel L'Herbier a commencé déjà à s'y intéresser en mettant au générique du moins dans ses techniciens qui venaient travailler avec lui, bien des créateurs de costumes, etc., des artistes finalement qui ont pu apporter quelque chose d'important pour le film.
Donc oui, ça a démarré de cette façon-là. Très bien, et justement je voulais vous demander qu'est-ce qu'on sait des métiers du costume à cette époque, et donc vous y répondiez un peu, mais est-ce qu'on parlait déjà de créateurs de costumes, costumiers, habilleurs, tous ces métiers qu'on connaît aujourd'hui à l'époque? Voilà, donc non, pas beaucoup, parce que c'était vraiment le moment où les choses se mettaient en place. Hein. Et puis si vous regardez un générique de film muet, on va dire dans les années 20, vous n'avez pas grand monde au générique. Hein. Vous avez le réalisateur, voilà, le producteur, la maison de production, les vedettes, et ça s'arrête souvent là. Alors s'il y avait un opérateur, c'était bien, hein. Mais de là à voir les costumes, aujourd'hui on a les stagiaires sur le générique, donc c'est pas du tout le cas aujourd'hui. La maison de couture, ou le créateur de costumes n'apparaissait pas rapidement, n'est pas apparu rapidement sur les génériques. Il a fallu attendre déjà ou des personnes importantes. Alors des créateurs de costumes, oui, qui venaient souvent du théâtre. Hein. Je pense à Claude Autant-Lara, qui a beaucoup travaillé avec Marcel L'Herbier, Christian Bérard, mais c'était déjà des années 30. Et puis je dois en oublier un ou deux, mais il n'y en avait pas énormément. Hein. Pierre Colombier, par exemple, qui était réalisateur, mais qui venait lui aussi du monde du costume. On les voyait apparaître au générique vraiment quand ils avaient déjà une carrière derrière eux. Et pour qu'on voie apparaître les costumes d'eux, dans les années 20, c'était beaucoup plus souvent la maison de couture, quand il y en avait une importante à ce moment-là. Alors c'était bénéfice pour elle, parce que... Oui, c'est ça, c'était une forme de publicité. C'était une vitrine, hein, le film. Et donc ça leur a permis pour certaines d'apparaître au générique, de se faire connaître. Mais c'était toujours par le biais, et très souvent par le biais de la vedette. Hein. Elles habillaient la vedette déjà d'une autre façon, et donc là, elles apparaissaient au générique. Donc oui, ça s'est fait de cette façon-là. Et du coup, j'imagine qu'on ne sait pas forcément grand-chose de comment on pouvait devenir costumier de cinéma à l'époque. C'est vrai qu'il fallait faire des études d'art, en général, cette période-là. Pas forcément, en fait, ça prenait vraiment sur le tard, hein, quasiment, parce qu'ils étaient souvent décorateurs, costumiers, ça allait souvent de pair. Hein. Ou alors, si on avait un cinéaste un peu, on va dire, touche à tout, il y en avait quand même quelques-uns dans les premiers temps du cinéma. Je pense à Donatien, alors lui, par exemple, c'est un cinéaste qui a commencé sa carrière dans la création de décors au théâtre. Il a travaillé au Théâtre Michel, si je me souviens bien, assez au début. Alors il a été costumier, il a été décorateur, beaucoup parce qu'il avait déjà une boutique de décoration, donc d'ameublement. Et il s'en servait pour faire ses films aussi, hein. C'était un studio un petit peu, donc il s'en servait pour ça. Et puis il a fait des costumes aussi. Donc souvent dans ces films-là, parce qu'il était déjà décorateur et déjà il passait par là, il y avait souvent la personne qui venait faire le costume en plus. Alors Lucienne Legrand, qui a été sa grande égérie, qui a travaillé quasiment sur tous ses films dans les années 20, elle était habillée par la maison de couture Germaine Lecomte, donc il l'a habillée à la ville et à l'écran, et donc elle apparaît, la maison de couture Germaine Lecomte, dans les costumes. Alors c'est toujours Germaine Lecomte qui habille Lucienne Legrand, on ne verra pas les costumes d'eux, parce que j'imagine, et je pense que c'était un peu la règle, les figurants, là, eux venaient avec ils avaient la possibilité de leur costume du moment, leur bagage, costume, on va dire, leurs outils. Et puis, ils louaient aussi, hein, il y avait des locations. Hein, pour tous les personnages qui n'étaient pas principaux, il y avait des locations qui existaient. Mais pour la vedette principale, parce que c'est elle qui porte le bon goût, hein, parce qu'ils étaient quand même là comme un faire-valoir pour le film, mais pour la maison aussi de couture, c'était la vedette qui était habillée par les grands noms. Et alors justement, à propos de maison de couture, on connaît plus récemment les collaborations de créateurs comme Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, et puis aussi plus récemment Jean-Paul Gaultier avec le cinéma. Mais on ne se doute pas forcément que dans les années 20, il y avait déjà des créateurs comme la plus connue, je pense aujourd'hui, Gabrielle Chanel, qui s'était essayée à cet exercice. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, alors elle a commencé d'abord, Gabrielle Chanel, avec le théâtre. Hein. Elle a démarré avec le théâtre, donc elle avait travaillé avec Diaghilev, il y avait Cocteau, Picasso qui avait fait les décors. Et en fait, on l'a appelée parce qu'elle prenait de l'importance en France en tant que couturière. Elle était même plutôt reconnue, déjà à cette époque-là mondialement. Et les Américains, toujours férus de trouver les bons personnages et faire les bons choix, c'est Samuel Goldwyn qui l'a appelée.
Et donc, ils lui ont fait un pont d'or pour qu'elle vienne, parce qu'elle n'était pas non plus... elle était plutôt réticente. Ils lui ont fait un pont d'or et elle a travaillé sur trois films avec Goldwyn. Donc, 1931, elle a fait 2 films en 31, je crois. Donc, il y avait Palmy Days en 31. Elle a fait The Greeks Had a Word for Them. Et puis, le dernier, donc avec Gloria Swanson, voilà, c'était Tonight or Never de Melvin Leroy. Alors, c'est triste, mais bon, ça peut se comprendre. Les films n'ont pas marché. Les films n'ont pas marché, donc bon, je pense pas que ça a beaucoup peiné Chanel, puisqu'elle a plutôt envie de partir, mais on peut analyser, on peut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec Chanel au générique, mais c'est tout simplement parce que c'était pas assez glamour pour l'époque et pas assez clinquant. Comme elle avait un style assez épuré. C'est ça, beaucoup. Elle faisait pauvre, c'est Poiret qui se moquait d'elle en disant qu'elle avait un style de pauvre. Avec un choc culturel, c'est vrai, entre les attentes d'Hollywood peut-être et la mode française. Et elle n'a fait que son style finalement. Elle a habillé, certes, une grande vedette, une grande gloire mondiale, Gloria Swanson, mariée avec un Français à l'époque, Henri de la Falaise, qui était marquis. C'est ce côté... Les Américains à l'époque, ils adoraient la noblesse française, alors souvent désargentée, mais du coup il y avait ce côté, l'argent d'un côté américain et le titre, côté Europe. Donc voilà, je termine l'aparté. Donc les films n'ont pas marché parce que Chanel avait gardé son style. Et donc, ce qui prouve bien que le cinéma, c'est un vêtement particulier. Ce n'est pas Chanel qui habille les femmes dans la rue comme elle va habiller ses clientes au cinéma. Le vêtement est différent. C'est un vêtement qui est construit pour les scènes. C'est un vêtement qui va être vu d'une autre façon. Il ne faut pas oublier qu'au cinéma, à cette période-là, on a des gros plans. Le film est monté, donc on va avoir des gros plans sur certains détails du costume. Et donc, c'est important. La couleur du vêtement, certes, est importante, puisque c'est des films en noir et blanc à cette époque-là. Donc, on va beaucoup plus travailler sur la recherche des matériaux, la matité, la transparence, l'épaisseur du tissu, beaucoup plus que sur le coloris, parce que de toute façon, le coloris, on va le voir en dégradé de blanc et de noir. Et souvent, justement, les vêtements, alors si on va regarder des vêtements fabriqués pour des films, eh bien, on va avoir des couleurs de marron et vert, parce que ce sont des couleurs qui passaient bien aussi, avec la pellicule, en fait. Donc, ils étaient teints, ils étaient fabriqués dans des tissus qui n'étaient pas du blanc, du gris, du jaune, comme on pourrait imaginer, non. Ils étaient fabriqués, pour le noir et blanc bien sûr, dans des teintes vert allant au marron, parce que c'était ce qui rendait le mieux, on va dire, le spectre du blanc jusqu'au noir. Ah, c'est intéressant, et c'est vrai que si on les voit telles quelles, ça doit être assez laid. Ça doit être assez laid, oui, tout à fait. Et pour le coup, si Chanel avait gardé ses couleurs à elle... Qui étaient toujours plutôt pastel, assez, voilà, ça n'allait pas. Et puis la matière, elle travaille beaucoup de jersey, Et dans le film Tonight or Never, il y a beaucoup de tissus un peu brillants. Si vous voyez le film, elle a mis des perles, il y a des choses qui accrochent. La lumière. Mais sont tombés peut-être, le tissu ne tombait pas comme il doit tomber pour un film. Et là, le mouvement, il faut faire des vêtements visuels, c'est ça la difficulté. Et qui est différente avec le costume de l'opéra ou le costume du théâtre, parce que là, les gens vont le voir aussi d'une autre façon. On est sur une scène, on a un rapport qui est différent à la scène. Et il faut aussi voir de loin quand on est assis au dernier rang. Donc c'est pas la même chose qu'au cinéma. Le travail du costumier, du créateur de costume, parce que je pense que créateur de costume, on peut le mettre dès le début, c'est-à-dire pour fabrication en soi, de dessin et d'un aboutissement fini. Créateur de costume, ça peut être aussi celui qui va, pour un film contemporain, être obligé d'aller chercher tous les vêtements dans tous les endroits possibles, pour pouvoir créer son personnage. Il n'est pas obligé de dessiner forcément un vêtement. Il est là pour construire un personnage. Donc il va peut-être acheter. Aujourd'hui, il achètera. Il va louer. Mais je pense que la création du costume, c'est celui qui va créer le personnage, en fait. Et Coco Chanel, c'était pas ça. Elle ne créait pas un personnage, elle créait une mode, un style. Le style Coco Chanel. C'est ça. Qui n'était pas forcément au service d'une histoire. C'est ça. Donc là, elle a peut-être habillé Gloria Swanson avec ses exigences, alors que Chanel avait un caractère, je crois, bien trempé. Mais ce n'était pas le costume, ce n'était pas un costume de cinéma, certainement. Et c'est peut-être la raison qui a fait que les films n'ont pas marché.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y avait peut-être quelque chose qui faisait moins rêver aussi, c'est ce dont on parlait, sur le côté peut-être plus épuré de Coco Chanel par rapport à ce que les spectateurs de cinéma avaient l'habitude de voir, de plus flamboyant. Hollywood, c'était quand même ça. Si vous regardez les films d'époque, traitant, on va dire, les films de KPDP ou les péplums, quand on voit la flamboyance, bon, là on est déjà dans les années 50, mais quand on voit la flamboyance des costumes égyptiens, c'est sûr, bon, il y a... Plus avec les couleurs qui sont passées par là. On voit que bon, ils sont allés voir du côté des estampes et peut-être des livres historiques un peu, mais pas trop. Ils ont surtout... ils sont un petit peu escamotés. Ils sont fait plaisir. Mais les départements en costumes aux États-Unis, c'était pas la même chose qu'en France. Nous, on travaille quand même, on travaillait beaucoup, et peut-être encore un peu aujourd'hui, avec du bric-à-broc. C'était un petit peu... Oui, de manière plus artisanale. C'était plus artisanal, alors que là-bas, ils ont un département du costume. Et il faut, ils avaient des directeurs artistiques, en fait, qui étaient voués à ça. Ouais. Donc c'est différent, alors que dans un film français, notamment dans les années 20, on allait chercher le technicien qui correspondait à ça, ou bon, comme vous l'avez vu, avec une maison de couture, donc c'était pas du tout la même façon de travailler. Et on a commencé un peu à en parler, mais il semblerait que les costumes du coup de cinéma des années 20 aient peut-être eu moins à cœur le réalisme que la mise en avant, c'est un peu ce que vous évoquiez, de la vedette, d'une ambiance, et puis voire du coup d'une marque de vêtements qui mettait à disposition ces vêtements pour un film. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi des exceptions notoires avec vraiment des premières démarches réalistes? Je parlerai pas de réalisme, parce que c'est pas tant dans le réalisme en fait, c'est plutôt collé au personnage. C'est ça qu'ils veulent. Donc si c'est un personnage un peu loufoque, eh bien le vêtement devra suivre cette tendance-là. Réalisme, moi je verrais des films d'Antoine par exemple, on est beaucoup dans le réalisme, mais c'est en fait peut-être par Marcel L'Herbier, je reviens vers lui encore, qui a travaillé avec Autant Lara, Donatien, qui à la même époque est aussi costumier, a travaillé a su mettre en valeur les costumes qui étaient importants pour les films. Donc ils ont ils ont pris l'intérêt du film en premier et la vedette, parce qu'elle porte le film. Donc c'est avec ça qu'ils ont essayé de faire en sorte que ça colle en fait. Et on peut passer, j'en parlais tout à l'heure, Autant Lara, Boris Bilansky aussi du groupe Albatros, qui a été aussi un costumier, Georges Anenkov, et puis Christian Bérard. Donc on est déjà dans les années 30-40. Qui ont été vraiment des noms qui ont été cités, reconnus en tant que costumiers. Mais bon, il ne faut pas oublier que le métier était encore peu visible dans les années 20. Donc, c'est en pleine création, quelque part. C'est ça, ils étaient en train de se construire, ce métier-là. Mais les Américains faisaient un peu mieux. Il y avait Adrien, qui était déjà connu, il y avait Paul Iribe, qui venait de la France. Le travail de Travis Banton aussi, qui a été aussi... on s'approche encore de la décennie 30 et 40, mais voilà. Ce sont des noms qui ont fait partie des premiers, on va dire, des premiers costumiers pour le cinéma. Spécialisés. Voilà, spécialisés pour faire des films. Et alors sur un autre sujet, je me disais en préparant l'entretien que les années 20, en fait, aux États-Unis, c'est la dernière décennie avant l'arrivée du code ICE, qui a donc imposé toute une sorte de censure pour une moralité du cinéma et pour ne pas mettre en avant des situations non morales. Et je me disais que dans les années 20, en tout cas dans les images qu'on voit les plus connues, on voit beaucoup de comédiennes qui sont déshabillées, en pyjama, qui était un vêtement assez à la mode des années 20, avec des décolletés. Et là, il y a une exposition d'eau à la mode en ce moment au musée Bourdelle, où on voit justement, il y a une petite salle cinéma où on voit plusieurs extraits de films qui mettent en avant le dos, le travail sur le dos. Et on voit notamment une scène de l'argent, alors on revient encore à Marcel L'Herbier, où la comédienne arbore un dos très, très nu, très dégagé. Et du coup, je me disais, est-ce qu'en effet, les costumes des années 20 montrent une certaine manière d'habiller la femme, et est-ce qu'il n'y a pas eu justement un début de travail sur les décolletés dans le dos à cette période-là, avant que le décolleté devant soit interdit? Je dirais déjà au départ, dans la mode des années 20, c'est déjà le raccourci sur quand on commence par les genoux, on voit déjà des robes au-dessus du genou, et on dénude beaucoup les bras.
dans les robes de soirée, bien sûr. On dénude les bras et on dénude le dos aussi. Ça fait partie de la tendance mode des années 20, mais qui est pour les femmes. Bon, bien sûr, c'est pas les femmes de tout. Enfin, c'est pas la rue en soi. Ce sont déjà des femmes du monde qui peuvent s'habiller, parce qu'à l'époque, on s'habille 4, 5, 7 fois dans la journée. Le cocktail, le petit déjeuner, la sortie au bois de Boulogne, enfin voilà, il y a tout ce chaque genre. activité a une tenue, spécifique. Donc quand on est dans des... Oui, dans des hautes sphères. Voilà, sociétalement, c'était pas la même chose pour tout le monde. Et ben, forcément, ça, on l'a repris aussi au cinéma. Donc quand vous voyez des scènes donc de bal, parce qu'il y a beaucoup, on voit beaucoup dans les films de la décennie 20, en fait, on voit ce que les gens ont envie de voir, on a envie d'aller de rêver au cinéma. On part au cinéma, c'est pour rêver, c'est pas pour vivre la vie de tous les jours, qui est plutôt harassante pour le public. Hein. C'est essentiellement un cinéma urbain, c'est un cinéma donc, de grande ville, où ce sont des professions plutôt ouvrières et employés qui vont au cinéma. Donc ils veulent rêver à des choses qu'ils n'ont pas accès. Alors forcément, souvent dans les scénarios de cette décennie-là, on voit beaucoup de bals. Donc forcément, il y aura des belles robes, il y aura beaucoup de robes, une vie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça peut être des cocktails, enfin ce genre de choses. Donc on voit des robes de soirée et des smokings. Enfin, on regarde plutôt les robes de soirée. Et donc là, oui, on voit beaucoup de robes déshabillées, hein, c'est évident. Alors, vous parliez du codex qui ne s'intéresse que pour les États-Unis, puisque la France, on n'en a pas. Mais on essaye de rester dans la décence, hein, même si aux États-Unis, bon, c'est interdit, la nudité, on va dire au cinéma, elle doit être même suggérée, hein, c'est plutôt interdit. Donc c'est vrai que le dos, de ce point de vue-là, peut faire office de palliatif. Hein. Mais, comme je le disais, la mode aussi des années 20, des robes de soirée, montre ce genre de vêtements aussi. Le dos est assez découvert, et donc les épaules, les bras, ça fait partie des tendances des années 20. Oui, c'est aussi un reflet en fait de la mode. De la mode, tout à fait. Et pour revenir à l'argent, donc les costumes ont été faits par Jacques Manuel. Alors, lui était créateur de costumes, donc il a travaillé avec Marcel Hervier, donc, pour ce film-là, mais il a fait aussi Le Vertige, il a travaillé sur Le Vertige avec lui, donc 26, un peu plus tôt. L'argent, c'est 1928. Et donc lui, il a été créateur des costumes de l'actrice, hein, et il a fait exécuter les costumes par une maison de couture, la maison de couture Louise Boulanger. D'accord, mais avec une grosse différence en effet du costume quand même conçu par une personne spécialisée et la maison exécute. Mais voilà, tout à fait. Et donc elle n'était pas... Oui, c'est intéressant comme nuance. Là c'est différent. C'est pas la maison de couture qui va apporter les vêtements, c'est Jacques Manuel qui a décidé de... Alors il y avait un vrai désaccord, parce que la maison de couture, d'abord c'est du travail supplémentaire pour elle. C'est une activité commerciale essentiellement. Et donc un créateur qui vient avec des modèles qui n'est pas du tout dans la ligne de sa collection du moment, parce que Jacques Manuel, on a lu plusieurs fois que c'est par ce film-là que la mode des années 30 s'est retrouvée avec des robes beaucoup plus longues. Parce que 1920, c'est vraiment les robes au-dessus du genou, et à partir de 1930, on voit que les robes, elles se rallongent. Donc il avait lancé avec ces robes-là des robes un peu plus longues. Donc il aurait influencé. Il aurait peut-être influencé la mode à revenir à quelques longueurs un peu plus convenables. Mais c'est vrai que quand il est arrivé dans cette maison de couture avec une demande à rebours de ce qui se faisait, bon, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Donc voilà, le créateur de costumes, il construit un vêtement pour un personnage. Et donc il avait senti, avec le scénario et le cinéaste, Marcel Hervier, que voilà, ça devait se faire de cette façon-là. Et pas la tendance du moment qui voulait que toutes les femmes aient des robes courtes. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des costumes de cette décennie des années 20 que vous trouvez particulièrement réussis? Je pourrais mettre des photos de ces costumes sur Instagram pour que les personnes puissent voir si on arrive à les trouver pas trop difficiles. Alors moi, peut-être que je reviendrai à Jeanne Lanvin, parce qu'il y a 2 ans, il y avait une exposition très intéressante au musée Galliera sur Jeanne Lanvin, c'était une rétrospective. Et donc, il y avait des robes magnifiques. Hein. Et surtout, il y avait ce bleu, elle a été la créatrice du bleu Lanvin, qu'on a appelé le bleu Lanvin. Donc, il y avait des magnifiques robes en bleu. Je m'en souviens, je pense à une, mais bon, si on peut la retrouver, on pourrait la mettre sur le site.
Donc c'est vrai qu'elle avait tendance, son style en fait c'était souvent des robes de style, Jeanne Lanvin, mais c'était aussi beaucoup de travail sur la broderie et la passementerie. Donc c'était vraiment une robe simple, mais on peut reconnaître son style parce que la passementerie, la broderie est souvent alliée à ce bleu. Pas toujours bleu bien sûr, mais quand il y a de la passementerie et de la broderie, voilà, je pense à une robe en particulier qui était très belle et qui était présentée peut-être que dans l'ouvrage sur la restauration. Oui, c'est ça. Elle est peut-être présentée. C'est possible. Et donc Jeanne Lanvin, oui, qui a travaillé avec Raquel Meller et qui lui avait fait des très belles robes dans le film qu'elle a tourné avec Henri Roussel, Violette Impériale. D'ailleurs, elle a fait 2 versions de Violette Impériale. Violette Impériale en muet, 24, et en 32. Et donc c'est Jeanne Lanvin qui avait qui avait construit ces belles robes, donc des empires, puisqu'on est sous Napoléon III. Et donc, oui, c'est pour les 2 versions. Pour les 2 versions, oui, tout à fait. C'est intéressant. Là. Très bien. Merci beaucoup, Céline. C'était passionnant d'en savoir plus sur cette décennie que moi, personnellement, je connais un peu moins bien. Et merci beaucoup pour toutes ces avec plaisir. Toutes ces histoires. Avec plaisir. C'était le premier hors-série de Profession costumière. Pour découvrir les costumes dont nous parlons avec Céline Arzatian et suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram, @profession costumière. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous.